Aujourd'hui, je vais parler du problème de classifier les sous-groupes discrets de SLN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire discret ici? Eh bien, SLN, c'est un fermé défini par déterminant égal 1 dans l'espace des matrices réelles de taille NN, qui lui-même est un espace vectoriel de dimension finie. Et donc, on regarde des sous-groupes de SLN qui sont discrets dans cet espace vectoriel de dimension finie. Voilà. Donc, ces sous-groupes discrets, ils jouent un rôle important dans plusieurs domaines des mathématiques, en particulier en géométrie. Et aujourd'hui, j'aimerais présenter quelques développements récents dans leur étude, en particulier autour des questions suivantes. Donc, d'abord, la construction d'exemples. Et on verra que c'est une question non triviale dès que n est plus grand que 2. Ensuite, on aimerait trouver des sous-groupes discrets qu'on pourrait déformer continuellement. Et en faisant ça, ils resteraient discrets. Et on verra que certains sous-groupes, en fait, c'est des espaces de déformation très gros. Ensuite, on aimerait aussi peut-être trouver des sous-groupes discrets qui aient de bonnes propriétés dynamiques. Et enfin, peut-être trouver de grandes classes qui aient des interprétations géométriques intéressantes. Donc voilà un peu les aspects qu'on va regarder aujourd'hui. Et en regardant SLN, on aura toujours en tête le cas de SL2, qui est bien compris et qui va nous inspirer par la suite en regardant n quelconque. Donc le cas n égale 2. Le fait très important, c'est que le groupe SL2, R, agit sur le plan hyperbolique H2. Donc je rappelle, la géométrie hyperbolique, c'est l'une des géométries non euclidiennes qui ont été découvertes au XIXe siècle. Et ce plan hyperbolique, il admet plusieurs modèles. Peut-être le plus connu, c'est le modèle du demi-plan de Poincaré. Donc on regarde les nombres complexes de parties imaginaires strictement positives, et on met là-dessus une métrique naturelle pour laquelle les géodésiques vont être soit les demi-droites perpendiculaires à l'axe des abscisses, soit les demi-cercles centrés sur l'axe des abscisses. Mais il y a plusieurs autres modèles, par exemple aussi le disque de Poincaré. Donc là, on regarde dans C le disque unité, et les géodésiques deviennent soit les diamètres du disque, soit les arcs de cercle qui sont perpendiculaires au bord. Et donc le point, c'est que SL2 agit sur ce plan hyperbolique H2, et dans le demi-plan de Poincaré, c'est l'action par homographie, ici. Et c'est une action gentille, c'est-à-dire propre, transitive, par isométrie. Et du coup, quand on prend un sous-groupe discret de SL2R, eh bien, il agit gentiment, proprement, sur H2, et on peut regarder le quotient. Et le quotient, c'est une surface hyperbolique. Donc, en vrai, il peut y avoir quelques singularités, mais on pensera à surface hyperbolique. Voilà. Donc, ces surfaces hyperboliques, elles interviennent à plein d'endroits, par exemple dans le théorème d'uniformisation, qui dit que toute surface de Riemann de genre au moins égale à 2 est conformément équivalente à une surface hyperbolique, comme ça. Alors voici un exemple. Là, j'ai représenté H2 dans le modèle du disque de Poincaré, et on regarde un sous-groupe de SL2 engendré par 4 éléments qui sont tous les 4 diagonalisables sur R. Il y a un élément A1. Alors, il prend... Ici, on a vu que ça, c'était une géodésique. Donc ici, ce qui est bordé ici par cette géodésique, c'est un demi-plan, un demi-espace. Et donc ce A1, il prend tout ce qui n'est pas dans ce demi-espace, donc tout ce qui est en dessous de ça, et il le pousse jusque dans ce demi-espace-là. Et bien, il prend le complémentaire de ce demi-espace et l'envoie sur ce demi-espace. A2, il prend le complémentaire de ce demi-espace, l'envoie sur ce demi-espace, et B2 prend le complémentaire de ce demi-espace et l'envoie sur ce demi-espace. Et on peut alors regarder le groupe engendré par A1, BA1, A2 et B2. Il est discret dans SL2, et quand on regarde la surface hyperbolique quotient, eh bien, c'est une surface de genre 2. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on a un sous-groupe comme ça, on peut le déformer continuellement dans SL2, et il reste discret quand on fait ça. On peut même faire ça de plein de manières différentes. Il y a un espace de déformation qui est en fait de dimension 6G-6, où G c'est le genre de la surface, et c'est ce qu'on appelle l'espace de Teichmüller. Voilà. Donc, pour SL2, on a cette surface hyperbolique donnée par notre groupe discret. Cette surface hyperbolique, elle peut être compacte, comme ce qu'on vient de voir, auquel cas on dit que gamma est un réseau cocompact de SL2, mais elle pourrait aussi avoir des pointes ou cusps, c'est-à-dire des bouts de volume fini, auquel cas on dit que gamma est un réseau non cocompact. Et puis en général,
cette surface, elle peut avoir à la fois des bouts de volume fini, donc des cuspes, et des bouts de volume infini qu'on appelle évasés. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut regarder la géométrie de cette surface et, en regardant différents paramètres géométriques, classifier géométriquement tous ces sous-groupes discrets, au moins de type fini, de SL2R. Donc ça, c'est vraiment un beau tableau pour SL2. Et maintenant, on garde ça en tête et on aimerait voir qu'est-ce qu'on peut faire pour SLN. Donc maintenant, on va regarder SLN pour n au moins égal à 3, ce qui est une situation qu'on appelle de rang supérieur. SL2, c'est rang 1, et à partir de n égale 3, c'est ce qu'on appelle rang supérieur. Donc voyons déjà de premiers exemples. Donc une classe très importante de sous-groupe discret de SLN, c'est ce qu'on appelle les réseaux. Donc je rappelle que SLN a une mesure de R, c'est-à-dire une mesure invariante par multiplication à gauche et à droite. Cette mesure, elle est unique à normalisation près. Et donc, en fait, on peut définir un réseau comme un sous-groupe discret, gamma, tel que quand on regarde la mesure induite par R sur le quotient, G sur gamma, eh bien, ce soit fini. Alors, il y a deux cas de figure. Soit c'est fini parce que G sur gamma était compact, auquel cas on parle de réseau co-compact, soit G sur gamma n'était pas compact, mais quand même la mesure de R est finie, et auquel cas on parle de réseau non co-compact. Donc ces notions, elles coïncident avec ce que j'ai dit tout à l'heure pour SL2, avec les surfaces. Voilà, donc par exemple, SLNZ est un réseau non co-compact de SLNR. Mais il existe aussi des réseaux co-compacts. Donc ça, c'est un résultat important de Borel, publié en 1963. Et en fait, tous ces réseaux, ils sont obtenus par des constructions arithmétiques. C'est ce qu'a démontré Margulis. Et sa démonstration se base sur des propriétés de rigidité très fortes des réseaux. Alors, les réseaux, ils sont, pour commencer, déjà localement rigides. Ça veut dire que si je prends un réseau et que j'essaye de le déformer un tout petit peu dans SLN, la seule manière dont je peux faire ça, c'est par conjugaison. Mais en fait, ces réseaux, donc ils ont déjà cette première propriété de rigidité, mais ils en ont plein d'autres. Une des propriétés les plus fortes, c'est ce qu'on appelle la super-rigidité de Margulis, qui dit qu'en fait, ces réseaux peuvent être réalisés essentiellement d'une seule manière. Et donc, ce qu'on aimerait maintenant, c'est voir, d'accord, il y a ces réseaux, mais est-ce qu'il existe des sous-groupes discrets de SLN qui auraient peut-être davantage de réalisation ou des déformations non triviales? Donc pour résumer un peu, il y a tous ces résultats vraiment remarquables, démontrés principalement dans les années 60-70, qui disent qu'on a cette classe de sous-groupes discrets, les réseaux, qui sont très 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 rigides. Et le point de vue qui s'est un peu développé plus tard, et notamment à partir des années 90, c'est mais est-ce qu'on peut pas plutôt chercher des choses flexibles, donc passer de la rigidité à la flexibilité pour des sous-groupes discrets qui du coup seraient plus fins que des réseaux. Donc c'est ça qu'on veut voir. Et je vais donner un premier exemple où on regarde des groupes libres qui ont une certaine dynamique qu'on appelle ping-pong dans l'espace projectif. Et ces groupes libres, ils ont déjà été considérés par exemple par Tits, dans sa preuve de l'alternative de Tits en 72. Donc pour faire simple, on va prendre n égale 3 déjà, et considérons une matrice diagonale de coefficients t1, t-1, où on va dire que t est très grand. Donc on regarde cette matrice dans SL3, elle agit sur R3, et du coup elle agit aussi sur P de R3, c'est-à-dire le plan projectif. Et son action sur le plan projectif a 3 points fixes, qui correspondent aux 3 droites propres de notre matrice A. Il y a un point fixe attractif, un point fixe neutre, et un point fixe répulsif. Et donc si on regarde l'action, la dynamique de A sur ce plan projectif, eh bien, on voit que tout ce qui n'est pas trop proche de cette droite projective, donc tout ce qui n'est pas dans la petite bande grisée, tout ce qui est à l'extérieur de la petite bande grisée, eh bien, va être contracté par A dans ce petit voisinage ici du point fixe attractif. Et A-1, il a une dynamique analogue, simplement les points fixes sont échangés, et donc tout ce qui n'est pas trop proche de cette droite projective, donc tout ce qui n'est pas dans la petite bande grise, va être contracté par A-1 jusque dans ce petit voisinage ici de ce point fixe. Donc ça c'est bien, on a déjà un premier élément pour faire un groupe discret, mais on aimerait un groupe un peu plus compliqué que juste Z, donc on va prendre un deuxième générateur, et pour ça on va prendre un conjugué de A dans SL3,
Donc si on prend un conjugué, ben, du coup il est aussi diagonalisable, donc il a aussi 3 points fixes, un attractif, un neutre et un répulsif. Et on demande que B soit transverse à A, ce qui veut dire que ces 3 points fixes de B ne doivent pas appartenir ici aux 2 droites projectives définies par A, et les 3 points fixes de A ne doivent pas appartenir aux 2 droites projectives définies par B. Donc en gros, c'est une situation la plus générique possible, comme sur le dessin. Et donc B, sa dynamique, eh ben, c'est la même chose. Tout ce qui n'est pas ici trop proche de cette droite projective, donc tout ce qui n'est pas dans la petite bande grisée, va être contracté par B jusque dans ce petit voisinage du point fixe attractif, et B-1, tout ce qui n'est pas dans cette petite bande grise, va être contracté jusque dans ce petit voisinage. Voilà. Et donc on a cette configuration ici, et ce que je prétends, c'est que le groupe engendré par A et B est en fait un groupe libre non abélien qui est discret dans SL3. Donc un groupe libre non abélien, ça veut dire qu'il n'y a aucune relation entre A, A-1, B et B-1, à part que A, A-1 vaut l'identité et B, B-1 vaut l'identité. Donc en d'autres termes, les éléments de ce groupe engendré par A et B, c'est tous les mots réduits en A, A-1, B et B-1, qu'on peut concaténer. Voilà, donc pour vérifier ça, c'est là où on applique cette technique dite de ping-pong. Donc, par exemple, donc pour voir que c'est un groupe libre, on veut voir, par exemple, que cet élément-là n'est pas trivial dans gamma. Donc pour ça, on prend un point au milieu ici, auquel on pense comme à une balle de ping-pong. Et puis AB, A-1, B-1, c'est nos joueurs de ping-pong. Et on va commencer à les appliquer. Donc on commence toujours par la droite. Donc ici, le premier joueur, c'est B-1. Et donc on a notre point ici, dans notre balle. Et comme ce point n'est pas dans cette petite bande grisée ici, eh bien, quand on applique B-1, on va atterrir dans ce petit disque-là. Puis le deuxième joueur, c'est A-1, et comme on n'est pas dans cette petite bande grise ici, eh bien, quand on applique A-1, A-1 va lancer la balle jusque dans ce petit disque ici. Puis on applique B, et comme on n'est pas dans cette bande-là, eh bien, B l'envoie ici. Et enfin, on applique A, et comme on n'est pas dans cette bande grise ici, eh bien, A l'envoie dans ce petit disque de couleur. Donc on est parti au départ d'un point ici, et après avoir appliqué ce mot, on a atterri dans un petit disque orange, donc pas au même point, pas au point de départ, donc notre élément n'est pas trivial. Ça montre que ce commutateur n'est pas trivial, ça marche pour tous les commutateurs, donc notre groupe n'est pas abélien, mais en fait ça marche même pour tous les mots réduits, et on voit comme ça qu'on a un groupe libre. Et ce groupe, il est également discret, puisqu'on est parti d'un point au milieu ici, et après avoir appliqué un mot réduit, on a atterri dans un des 4 disques de couleur, donc pas juste à côté de là où on était parti. Donc c'est bien discret. Voilà. Donc ce qu'on retiendra, c'est que ces sous-groupes discrets ne sont pas des réseaux de SLN, et contrairement aux réseaux, ils admettent des déformations non triviales. On peut déformer indépendamment chacun des 2 générateurs. Et quand on fait une telle petite déformation, eh bien notre groupe reste discret et libre, parce que quand on a une configuration de ping-pong et qu'on la déforme un tout petit peu, ben ça reste une configuration de ping-pong. Et donc on peut appliquer le même raisonnement. Voilà. Donc ça c'est bien, ça donne des premiers exemples. Et maintenant ce qu'on aimerait, c'est trouver d'autres groupes discrets qui puissent être déformés tout en restant discrets. Voilà, donc je vais parler de ça, mais maintenant j'aimerais changer légèrement de point de vue pour adopter un point de vue plus adapté aux déformations et donc passer des groupes aux représentations. Donc plus spécifiquement, si je veux étudier des déformations, il est judicieux de considérer un groupe de type fini abstrait, gamma, et de regarder toutes les manières dans lesquelles on peut le réaliser comme sous-groupe discret de SLN. Donc ça veut dire on regarde toutes les représentations injectives et discrètes de gamma dans SLN. Et regarder des déformations, ça veut dire qu'on regarde en fait des ouverts de telles représentations, ouverts dans l'ensemble, dans l'espace de toutes les représentations de gamma dans SLN, munis de sa topologie naturelle, qu'on peut voir par exemple, on fixe un système générateur fini de gamma, et puis on regarde la convergence sur ce système générateur fini, et ça ne dépend pas du choix. Voilà. Et souvent, ces ouverts de représentation injective et discrète, on les regarde en fait modulo conjugaison au but par SLN. L'exemple fondamental à avoir en tête, c'est quand on prend gamma, le groupe fondamental d'une surface compacte de genre au moins égal à 2,
Et alors, l'espace de Teichmüller, que j'ai déjà mentionné un peu plus tôt, c'est justement l'ensemble de toutes les représentations injectives et discrètes de gamma dans SL2, modulo conjugaison au but. Et donc, c'est un ouvert de l'espace des représentations modulo conjugaison. Et même mieux, ici, dans ce cas, c'est une composante connexe de cet espace de représentation. Donc, cet espace de Teichmüller joue un rôle très important dans tout un pan de la géométrie. Et maintenant, on aimerait trouver de tels ouverts dans SLN. Et alors, il y a une idée simple qui est, bon, on sait faire dans SL2, est-ce qu'on ne peut pas utiliser SL2 pour trouver des ouverts de représentation injective et discrète dans SLN? Donc oui, on peut. Et voilà comment on fait. Donc on prend, par exemple, notre groupe de surface, on sait qu'on peut le mettre de manière injective et discrète dans SL2R, même de plein de manières différentes, paramétrées par l'espace de Teichmüller. Et ensuite, on n'a qu'à plonger SL2 dans SLN, et alors on aura une représentation injective et discrète de gamma dans SLN. Et on sera content. Enfin, on sera assez content, mais pas super content, parce que c'est quand même une représentation assez particulière, dont l'image est contenue dans une copie de SL2, donc pas très très générique. Mais une fois qu'on a fait ça, on peut déformer un petit peu dans G, et là, ça peut devenir générique. Donc là, on est content. Donc on peut faire ça par exemple avec le plongement standard, c'est-à-dire on met juste SL2 dans le coin en haut à gauche de SLN. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand on part de cette représentation ρ0, qui n'était pas très générique, eh bien on peut la déformer un petit peu dans n'importe quelle direction. Donc il y a tout un voisinage dans l'espace des représentations, tel que dans ce voisinage, toutes les représentations sont injectives et discrètes. Donc ça, on est très content. Et donc, on peut faire ça avec ce plongement standard. Mais on peut aussi faire ça avec, par exemple, le plongement irréductible. Donc, le plongement irréductible, on peut le voir de manière très concrète, par exemple de la manière suivante. Donc, on identifie Rn à l'espace des polynômes homogènes de degré n-1 en 2 variables. Et alors, SL2 agit sur cet espace, du coup sur Rn. Comment? De la manière la plus naturelle. Donc, si on a une matrice ABCD, elle agit sur un polynôme en x et y, simplement en prenant le polynôme de ABCD fois XY. Alors, bon, si on veut une action à gauche et pas à droite, on peut mettre un -1, mais c'est pas très important. Voilà. Donc on peut prendre maintenant ce plongement-là, qui est différent du précédent. Et là, il se passe quelque chose de vraiment remarquable, qui est qu'on peut partir de ce ρ0, pas très générique, et on peut déformer continuellement aussi loin qu'on veut, dans toute la composante connexe, et alors on restera injectif et discret. Donc ça a été démontré par Choi et Goldman pour n égale 3, et ensuite par Labouri pour tout n. Et en fait, Hitchin, par des techniques de fibré de Higgs, au début des années 90, a montré que cette composante connexe, modulo conjugaison, est homéomorphe à R à la puissance n carré moins 1 fois 2G moins 2. Ici, 2G moins 2, c'est la valeur absolue de la caractéristique de l'air de la surface, et n carré moins 1, c'est la dimension de SLN. Et donc on voit que si on prend n égale 2, eh bien on obtient R puissance 6G-6, qui était justement la topologie de l'espace de Teichmüller. Et donc voilà, ces représentations, on les appelle représentations de Hitchin, et ce résultat de Hitchin a été, on peut dire, le point de départ de ce qu'on appelle la théorie de Teichmüller de rang supérieur, dont le but c'est de trouver des composantes connexes de représentation de groupes de surface dans SLN, ou plus généralement des groupes de Lie de semi-simples de rang supérieur, qui soient entièrement formés de représentations injectives et discrètes. Et il se trouve que de telles composantes, modulo conjugaison, ont des analogies géométriques et topologiques très fortes avec l'espace de Teichmüller classique, l'espace de Teichmüller classique correspondant à SL2, et ces analogies allant de bons systèmes de coordonnées jusqu'à l'existence de structures positives à la Lustig, etc. Voilà, donc c'est actuellement un domaine très actif. Voilà. Et donc maintenant, j'aimerais expliquer un petit peu les idées de la démonstration de ce théorème. Et on verra que les deux démonstrations, celle de Choi et Goldman pour n égale 3 et celle de Labouri, sont assez différentes. Celle de Choi et Goldman, en dimension 3, est très géométrique. Donc le point, c'est que quand on regarde cette... donc,
on commence par une représentation obtenue en plongeant notre groupe de surface dans SL2, puis de manière irréductible SL2 dans SL3. Et si on fait ça, en fait, l'image de SL2, donc l'image de ρ0 du coup, est contenue dans SO2,1. Ça veut dire que ça préserve une forme quadratique non dégénérée de signature de 1 sur R3. Et donc en particulier, ça préserve aussi le lieu où cette forme quadratique est strictement négative. Et ça, c'est le modèle projectif du plan hyperbolique, H2. En fait, donc si on prend la carte affine x3 égale 1, on voit que c'est juste l'équation du disque unité. Et donc, ici, c'est ce disque unité dans le plan projectif. Voilà. Et donc, ce que montre Choi et Goldman, c'est que après petite déformation, eh bien, notre représentation ρ, ici, après déformation dans SL3, elle préserve encore un ouvert proprement convexe du plan projectif. Donc, proprement convexe, ça veut dire convexe et borné dans une carte affine. Donc, on est parti au départ du disque, et puis on déforme un peu, et on obtient quelque chose qui est encore convexe, mais qui a beaucoup moins de symétrie, qui est visiblement plus du tout un disque. Et donc le point, c'est qu'au départ, ρ0 de gamma agissait gentiment, donc proprement sur ce plan hyperbolique, parce que ça préservait la métrique hyperbolique. Et après déformation, ce que montre Choi Goldman, c'est qu'on a ce nouveau convexe sur lequel l'action de ρ de gamma est encore propre, et de ça on déduit que la représentation ρ est injective et discrète. Donc voilà, donc c'est une démonstration très géométrique. Par contre, au contraire, la démonstration de Labouri, qui marche en toutes dimensions, elle est plutôt dynamique. Donc elle fait intervenir une notion très importante, qui est la notion de bord de gamma. Donc c'est une notion qui est définie dans un cadre assez général. Le bord de gamma, c'est le bord visuel d'un espace métrique sur lequel gamma agit géométriquement. Mais ici, gamma, c'est quelque chose de bien particulier, c'est un groupe de surfaces. Donc on a notre surface ici, et puis elle a son revêtement universel. On sait par le théorème d'uniformisation, ce revêtement universel s'identifie à H2. Et ce H2, c'est un disque, et donc il a un bord qui est un cercle. Et ce bord de gamma, c'est justement ce cercle, ce bord du revêtement universel de S. Voilà. Et donc le point, c'est que l'action de π1 de S sur le revêtement universel de S, par automorphisme de revêtement, eh bien, se prolonge en une action sur le bord. Donc c'est ça le point très important. Et du coup, que fait Labouri? Eh bien, il prend une représentation ρ de Hitchin, comme ça, qui est une déformation continue de ρ0, et il montre qu'elle admet une application de bord, c'est-à-dire une application qui va de ce bord de gamma vers l'espace de tous les drapeaux de Rn. Donc je rappelle, un drapeau de Rn, c'est on prend une droite de Rn à l'intérieur d'un deux plans de Rn, à l'intérieur d'un trois plans de Rn, etc. Cet espace des drapeaux, c'est un espace compact sur lequel SLNR agit transitivement, et on y pense un peu comme un bord en quelque sorte de SLN ou de son espace symétrique. Donc on a cette application qui va du bord de gamma vers les drapeaux qui sont un peu comme un bord de SLN, et donc on appelle ça une application de bord. Et cette application de bord, elle est en fait continue, injective, et puis compatible avec les deux actions de gamma. Donc gamma, d'une part, il agit sur son bord, mais aussi, via notre représentation ρ, il agit sur les drapeaux. Et donc cette xi est équivariante pour ces deux actions. Voilà. Et donc une fois qu'on a cette application de bord, on peut voir que ρ est injective, par exemple, parce que si on prend un élément petit gamma tel que ρ de petit gamma est trivial, ça veut dire que ρ de gamma agit trivialement sur les drapeaux. Mais maintenant, on utilise notre application de bord qui est injective et compatible avec les deux actions pour voir que du coup, gamma agit trivialement sur le bord du groupe gamma. Or, on comprend bien l'action du groupe gamma sur son bord, et seul l'élément neutre peut agir trivialement. Donc on voit comme ça que notre petit gamma était l'élément neutre, donc le noyau de ρ est trivial, donc ρ est injective. Et en fait, pour voir que ρ est discrète, eh bien, on peut juste raffiner un peu ce raisonnement
en utilisant le fait que xi est continu et le fait qu'on comprend bien l'action de gamma sur son bord et que c'est ce qu'on appelle une action de convergence, telle que le long de n'importe quelle suite infinie, on a de la contraction. Voilà. Mais c'est essentiellement le même raisonnement. Voilà. Donc, je voulais parler un peu de ça et je voulais vous montrer un peu des dessins de ces applications de bord. Donc, ces applications de bord, elles vont du bord de gamma vers les drapeaux de Rn. J'ai dit un drapeau de Rn, c'est une droite de Rn dans un 2 plans de Rn, dans un 3 plans de Rn, etc. Si on veut faire des dessins, c'est plus pratique de dessiner ça dans l'espace projectif. Du coup, un drapeau, c'est un point de l'espace projectif à l'intérieur d'une droite projective, à l'intérieur d'un 2 plans projectif, etc. Donc là, si on regarde le cas n égale 3, on a vu que si on a une représentation de Hitchin, elle préserve un convexe. Et donc, en fait, cette application de bord, la première composante, qui va vers les points de l'espace projectif, eh bien, elle prend ses valeurs dans le bord du convexe. Et si xi1 d'un point Z est là, qu'est-ce que c'est le xi2 de ce point Z? C'est la droite projective, l'unique droite projective tangente au convexe en ce point. Voilà. Donc, c'est très concret. Après, le cas n égale 4, donc on peut aussi faire un dessin, cette fois-ci dans l'espace projectif de dimension 3. Et l'image de xi1, donc la première composante qui prend ses valeurs dans les points de l'espace projectif, c'est une courbe lisse qui est homotopiquement non triviale. Donc pour ρ0, c'est la courbe qui est représentée ici, qui est la courbe d'équation t donne t carré t cube, qui est parfois appelée cubique tordu. Voilà. Et donc, si j'ai un point ici, si xi1 de z est ici, que vaut xi de z? Eh bien, c'est la droite osculatrice à cette courbe en xi1 de z. Que vaut xi3 de z? C'est le plan osculateur à cette courbe en ce point. Voilà. Donc là aussi, très concret. Après, pour n égale 5, ça devient trop grand, on ne peut plus le représenter. Voilà. Donc voilà des exemples comme ça d'ouverts de représentations injectives et discrètes pour des groupes de surface. Et donc maintenant, j'aimerais parler d'un concept un peu unificateur qui unifie tous les exemples qu'on a vus jusqu'à présent, aussi ces groupes libres, qui est la notion de représentation anossobienne, qui a été introduite par Labouri en 2006 et ensuite développée davantage par Guichard et Winart. Donc qu'est-ce que c'est ces représentations anossobiennes? C'est des représentations injectives et discrètes de certains groupes de type fini, qui incluent les groupes libres et les groupes de surface, et qui ont l'avantage de former des ouverts. Donc, quand on a une telle représentation anossobienne, on déforme un petit peu, c'est encore anossobien. Et on peut regarder du coup leurs images, qu'on peut appeler sous-groupes anossobiens, et c'est des sous-groupes discrets de SLNR, et qui ont été très étudiés ces 15 dernières années, disons. Et on peut dire en gros que c'est peut-être la première grande classe bien comprise de sous-groupes discrets de SLNR au-delà des réseaux. Voilà. Donc, voyons voir ce que c'est ces représentations anossobiennes. Donc, on parle de certains groupes de type fini, typiquement un groupe de surface, ou un groupe libre, ou plus généralement, ce qu'on appelle un groupe hyperbolique au sens de Gromov. Donc, c'est une classe de groupes qui ne contiennent pas Z2 et qui ont certaines propriétés qu'on peut dire de courbure négative, un peu. Et un tel groupe admet un bord. Donc on a vu tout à l'heure, quand on a ce groupe de surface, eh bien son bord, c'est le bord du revêtement universel de la surface, donc c'est un cercle. Si on a un groupe libre, son bord c'est un cantor. Et en général, on peut avoir des bords qui sont plus compliqués, donc ça peut être des sphères de dimension supérieure, ça peut être des tapis de Sierpinski, ça peut être des éponges de Menger, ça peut être différentes choses. Mais bon, on peut déjà penser au groupe de surface et le cercle, c'est déjà très bien. Donc ensuite, si on va définir les représentations anossobiennes, il faut qu'on fasse un choix, parce qu'il y a plusieurs types. Et le choix qu'on fait, c'est on choisit un entier, i, entre 1 et n sur 2. Et alors, qu'est-ce que c'est une représentation anossobienne? Alors, du coup, c'est i anossobienne, mais moi j'aime bien les appeler pi anossobiennes. PI comme un certain sous-groupe parabolique de SLN, pour ceux qui connaissent un peu de théorie de Lie. Mais on peut dire I anossobienne, si vous voulez. Donc, c'est des représentations qui admettent une application de bord qui va de nouveau du bord de gamma vers des drapeaux. Mais cette fois-ci, on ne demande pas tous les drapeaux complets.
ça nous va bien d'avoir des drapeaux partiels. Donc ici, on regarde juste des drapeaux formés d'un sous-espace de dimension i à l'intérieur d'un sous-espace de dimension n-i. Ça, c'est encore un espace compact sur lequel SLN agit transitivement. Et justement, le stabilisateur d'un point, c'est ce PI sous-groupe parabolique. Voilà. Donc, on demande la même chose qu'avant. Donc, cette application, elle doit être compatible avec les deux actions. Elle doit être continue. Elle doit être injective. En fait, on demande un petit peu mieux qu'injective. C'est-à-dire que quand on prend deux points distincts dans le bord de gamma, eh bien, on veut que le xi i du premier point et le xi n-i du deuxième point soient en somme directe. Donc, c'est légèrement plus fort. Mais donc, pour l'instant, tout ça, c'est comme avant. Et par contre, ce qu'on rajoute, c'est une condition dynamique. Donc, on veut que cette application de bord, xi, transfère la dynamique intrinsèque de gamma sur son bord vers ces drapeaux. Alors, cette condition dynamique forte, elle peut s'exprimer de différentes manières. Donc, la manière originale dont Labouri l'a exprimée, c'est une condition de contraction uniforme pour un certain flot naturel qui agit sur un fibré associé à ρ. Mais après, il y a eu d'autres caractérisations. Par exemple, on peut remplacer ça par un contrôle un peu fin de la croissance asymptotique des valeurs singulières des éléments de ρ de gamma, ou bien des valeurs propres de ρ de gamma. C'est-à-dire que quand les éléments de petit gamma tendent vers l'infini dans notre groupe gamma, eh bien, il faut qu'on ait un trou uniforme entre la im valeur singulière et la i plus unième valeur singulière, ou bien de manière équivalente entre la im valeur propre et la i plus unième valeur propre. Mais après, il y a eu aussi diverses autres manières de caractériser ça. Par exemple, Kapovic, Lebe et Porti expriment ça notamment en termes d'un transfert à l'espace des drapeaux de cette action dite de convergence dont j'ai parlé avant, de gamma sur son bord. Donc là aussi, cette action de convergence, c'est une condition de contraction le long de suites tendant vers l'infini, et donc on exprime ça aussi dans les drapeaux. Voilà, donc en tout cas, il existe une application de bord, gentille comme avant, et avec une condition dynamique forte, que je ne vais pas définir ici précisément parce que c'est un peu technique. Voilà. Et donc les propriétés importantes, c'est que les représentations anossoviennes sont injectives et discrètes, pour la même raison qu'avant. J'ai expliqué avant, quand on avait une application de bord qui allait dans les drapeaux complets, mais là c'est pareil pour les drapeaux partiels. Et elles forment un ouvert des représentations à valeur dans SLN. Et ça, c'est vraiment dû au fait que cette condition dynamique forte, c'est une condition uniforme qui du coup est stable par petites déformations. Voilà. Et donc des exemples. Eh bien, ces représentations de Hitchin, dont on a parlé tout à l'heure, elles sont PI anossoviennes pour tout I. Donc ça, c'est la meilleure situation possible. Et ces applications de bord à valeur dans les drapeaux partiels se combinent ensemble pour faire l'application de bord à valeur dans les drapeaux complets qu'on avait vu tout à l'heure. Mais avant, on avait aussi vu les petites déformations de cette représentation, où là, on prenait le plongement standard, et non pas le plongement irréductible comme Hitchin. Et là, celles-là, elles sont P1 anossoviennes, mais pas mieux, juste P1. Et en fait, donc ici, on avait vu à quoi ressemblaient les applications de bord. Ici, l'application de bord, si on regarde la première composante à valeur dans le plan projectif, eh bien, vous voyez qu'elle est très, très différente de là. Là, c'était le bord d'un convexe qui était de classe C1. Et là, c'est une courbe qui est complètement fractale et qui ne borde pas un convexe. Et puis, ces groupes libres qu'on a vus au début, qui jouent au ping-pong dans l'espace projectif, eh bien, ils sont eux aussi P1 anossoviens, mais en général pas mieux. Voilà. Donc, pour récapituler, les sous-groupes anossoviens, c'est-à-dire les images des représentations anossoviennes, sont une classe importante de sous-groupes discrets de SLN, définis par des propriétés dynamiques fortes. Ils sont plus fins que des réseaux, lorsque n est plus grand que 2. Et contrairement aux réseaux, ils ont une bonne théorie de déformation. Donc, c'est stable par petites déformations. Ces représentations anossoviennes forment des ouverts. Et dans de nombreux cas, il y a des déformations non triviales. Donc, ces ouverts ne sont pas triviaux. Voilà. Et les groupes qui peuvent être représentés comme sous-groupes anossoviens
Donc, comme j'ai dit, c'est des groupes qu'on appelle hyperboliques au sens de Gromov, donc ils ne contiennent pas Z2. Ils incluent les groupes libres et les groupes de surface, mais il y a aussi beaucoup d'autres exemples, notamment tous les groupes de Coxeter qui ne contiennent pas Z2. Voilà. Donc, maintenant, donc là, on a parlé un peu des 3 premiers points que j'avais mentionnés, la construction d'exemples, les déformations et des bonnes propriétés dynamiques. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu d'interprétation géométrique pour les sous-groupes discrets. Donc, pour ça, on pense de nouveau à SL2. Donc, je rappelle, quand on avait un sous-groupe discret de SL2, on lui associait une surface hyperbolique. Et réciproquement, si on part de n'importe quelle surface hyperbolique, géodésiquement complète, eh bien, elle vient comme ça d'un sous-groupe discret de SL2. Donc, du coup, l'objectif pour SLN est double. D'une part, on aimerait partir de sous-groupes discrets de SLN qu'on connaît, par exemple ces sous-groupes anossoviens dont je viens de parler, et leur associer des structures géométriques, comme ce qu'on avait fait ici pour SL2. Et donc ça a donné lieu à beaucoup de travaux ces dernières années. Mais réciproquement, on aimerait aussi peut-être partir de structures géométriques et grâce à elles, construire de nouvelles classes de sous-groupes discrets qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc ça aussi, ça a donné lieu à pas mal de travaux, et donc j'aimerais parler maintenant des 2 points. Et je vais commencer par parler de comment associer des structures géométriques à ces sous-groupes anossoviens définis de manière dynamique avec cette application de bord. Donc pour faire ça, je vais d'abord rappeler une notion qui est assez classique pour SL2, qui est la notion de convexe cocompacité. Donc, on a un sous-groupe discret de SL2, comme on l'a vu, il lui est associé une surface hyperbolique. Cette surface hyperbolique, elle peut être compacte, mais si elle n'est pas compacte, alors elle a des bouts qui peuvent soit être de volume fini, alors c'est des cuspes, soit être de volume infini, alors c'est ce qu'on appelle des bouts évasés. Et en fait, convexe ou compact, ça va juste vouloir dire qu'il n'y a pas de cusp. Donc soit notre surface hyperbolique, elle est compacte, soit elle peut avoir des bouts évasés, mais on lui interdit d'avoir des cuspes. C'est ça la définition. Et il y a une autre manière de voir ça, équivalente, qui est l'existence dans le plan hyperbolique H2 d'un convexe invariant par gamma, tel que le quotient soit compact. Alors, peut-être un exemple pour rendre les choses plus concrètes. Donc voilà H2 dans le modèle du disque de Poincaré, et je prends un sous-groupe gamma engendré par 2 éléments, gamma 1 et gamma 2. Ces 2 éléments, ils sont tous les 2 diagonalisables sur R. Gamma 1 envoie le complémentaire de ce demi-espace sur ce demi-espace. Donc tout ce qui est à droite de cette géodésique, il le pousse en haut de cette géodésique-là. Et gamma 2 prend le complémentaire de ce demi-espace, donc tout ce qui est au-dessus de cette géodésique, et puis le pousse dans ce demi-espace, donc dans ce qui est à droite de cette géodésique ici. Et on regarde maintenant le groupe engendré par gamma 1 et gamma 2. Eh bien, par des arguments un peu analogues à ce que j'avais fait avec le ping-pong, par un argument de ping-pong, on voit que le groupe engendré par gamma 1 et gamma 2 est un groupe libre qui est discret dans SL2. Et alors, à quoi ressemble la surface hyperbolique correspondante? Eh bien, c'est une sphère à 3 trous, topologiquement, avec 3 bouts évasés, ici. Et donc, voilà, gamma 1, il a un axe de translation qui est là, gamma 2 un axe de translation qui est là, et quand on regarde tous les autres axes de translation des éléments du groupe engendré par gamma 1 et gamma 2, eh bien, ça borde comme ça un convexe, c'est celui que j'ai mis en bleu. Ce convexe, il est invariant par notre groupe gamma, et le quotient, modulo gamma, il est compact. Donc on peut le voir ici, parce que ici on a un octogone compact qui est un domaine fondamental pour l'action. On peut aussi le voir dans le quotient. Donc dans le quotient, H2 sur gamma était non compact, parce que ça allait à l'infini ici, à l'infini ici, à l'infini ici. Mais l'image de C, c'est ce compact ici, ce petit compact. Donc convexe co-compact, ça veut dire en gros que dans H2 sur gamma, il existe un compact convexe, qu'on appelle le cœur convexe,
qui contient toute la topologie de H2 sur gamma. Ou dans H2, il y a ce grand convexe invariant tel que le quotient soit compact. Voilà. Et donc, pour faire le lien avec ce qu'on a vu avant les sous-groupes anosovien, en fait, il se trouve qu'un sous-groupe de SL2 est anosovien si et seulement si il est convexe co-compact. Et donc ça donne une belle interprétation géométrique de la notion d'anosovien, qui est une notion dynamique, en termes ici de géométrie hyperbolique, pour SL2. Et donc la question maintenant, c'est qu'en est-il pour SLN, quand n est plus grand que 2? Est-ce qu'on peut également donner une interprétation géométrique, peut-être en termes de convexe-compacité, pour ces sous-groupes anosoviens? Donc, essayons déjà de généraliser la notion de convexe-compacité à SLN. Donc la notion que je viens de dire, c'est gamma dans SL2 est convexe ou compact s'il existe un convexe de H2 invariant tel que le quotient soit compact. Donc si on veut maintenant passer à SLN, il faut qu'on remplace le H2 par quelque chose sur lequel agit SLN. Donc la chose la plus naturelle à faire, c'est on voit H2 comme l'espace symétrique de SL2, c'est-à-dire SL2 divisé par SO2, où SO2 c'est un sous-groupe compact maximal de SL2. Et du coup, on remplace ça par l'espace symétrique de SLN, c'est-à-dire SLN sur SON, où SON c'est de nouveau un sous-groupe compact maximal de SLN. Voilà. Donc on peut faire la même définition, simplement dans cet espace symétrique, c'est très naturel. Mais malheureusement, ce n'est pas une notion extrêmement intéressante, parce que génériquement, convexe ou compact, enfin seuls les réseaux co-compacts peuvent être convexes ou compacts dans ce sens. Donc on ne trouve pas de nouvelles classes de sous-groupes discrètes de cette manière. Donc du coup, il va falloir faire autrement. On va faire un deuxième essai. Donc au lieu de voir H2 comme l'espace symétrique de SL2, bien, on peut le voir différemment. On peut le voir, comme tout à l'heure, comme un ouvert proprement convexe du plan projectif, défini par x1 carré plus x2 carré moins x3 carré strictement négatif, ce qui, dans la carte affine x3 égale 1, donne le disque unité. Donc ça, maintenant, on peut le généraliser aussi. Et donc, on va prendre maintenant un ouvert proprement convexe dans l'espace projectif de dimension n-1. Donc, par exemple, voilà, pour n égale 3, au lieu de prendre ce disque, eh bien, on peut le déformer et puis prendre un ouvert proprement convexe comme celui-là. Et donc maintenant, on entre dans le monde de la géométrie projective convexe. Donc on a du coup une définition analogue. On dit qu'un sous-groupe discret de SLN est convexe ou compact dans l'espace projectif. Alors, s'il existe un ouvert proprement convexe, invariant, oméga, qui lui va jouer le rôle que jouait tout à l'heure H2. Donc au lieu d'avoir notre H2 bien rond, on prend maintenant un ouvert proprement convexe qui est moins rond, mais c'est pas grave. Donc lui, il est comme H2, et à l'intérieur de H2, on avait un sous-convexe, et maintenant ça va être donc ce C sous-convexe invariant tel que le quotient soit compact. Donc voilà, c'est vraiment la même définition, à part qu'on a remplacé H2 par cet ouvert proprement convexe de l'espace projectif, de dimension n-1. Donc voilà le dessin. Donc on a ce oméga qui est convexe, et à l'intérieur on a un sous-convexe, et oméga sur gamma en général va pas être compact, mais quand on regarde C sur gamma, lui il est compact et il contient toute la topologie, et c'est un cœur convexe compact pour oméga sur gamma. Voilà. Et puis on peut même demander peut-être que oméga ait un peu de régularité. Donc on va dire que gamma est fortement convexe ou compact, si la même chose est vraie, mais oméga est suffisamment régulier au sens où son bord est de classe C1 et ne contient pas de segment projectif. Et ça implique notamment que gamma ne contient pas Z2. Voilà. Donc on a maintenant cette notion de convexe-compacité dans l'espace projectif, et maintenant on va pouvoir donner une interprétation géométrique pour les sous-groupes anosoviens. En fait, donc si on prend un sous-groupe discret de SLN qui préserve un ouvert proprement convexe, alors il est P1 anosovien, si et seulement si il est fortement convexe-compact dans l'espace projectif au sens précédent. C'est-à-dire, de nouveau, on a un ouvert proprement convexe oméga, suffisamment régulier, et à l'intérieur un sous-convexe qui est compact modulo gamma. Donc,
juste pour dire d'où ça vient d'où vient cette convexo-compacité. Supposons qu'on est anosovien, alors on a une application de bord, xi1, à valeur dans l'espace projectif, et on peut voir que cette application de bord, elle prend ses valeurs en fait dans le bord de oméga. Et du coup, comment on va obtenir ce C co-compact? Eh bien, on va juste regarder l'enveloppe convexe de cette image de l'application de bord. Et grâce aux propriétés dynamiques très fortes de gamma, qui est anosovien, eh bien, on peut voir que C est compact modulo gamma. Donc là, du coup, on a presque la convexo-compacité forte, mais forte, on voulait une bonne régularité pour oméga. Donc, oméga, a priori, il n'était pas très régulier, mais il se trouve que toute la dynamique se passe vraiment au niveau, ici, du rouge, de l'image de cette application de bord. Et du coup, on peut prendre notre oméga et puis le lisser un peu et le rendre C1, et ça marche bien, parce que tout ce qu'on fait, c'est en dehors du rouge où se passe la dynamique. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, comme application, on voit par exemple que si n est impair, alors pour toute représentation de Hitchin, son image est fortement convexo-compacte dans l'espace projectif. Donc ça généralise ce que faisaient Choi et Goldman. Eux, ils prenaient n égale 3 et ils voyaient qu'on avait une action sur un convexe qui était propre et co-compacte. Et en général, quand on prend n impair plus grand que 3, eh bien, ça va pas être co-compact, mais ça va être convexe co-compact. Ça veut dire que c'est pas oméga sur gamma est pas compact, mais on a un sous-convexe C tel que C sur gamma est compact. Voilà. Donc ça c'est bien, mais parfois certains sous-groupes P1 anosoviens ne préservent pas de convexe. Et c'est le cas notamment pour les images des représentations de Hitchin lorsque n est pair, puisqu'on a vu que par exemple l'image de l'application de bord était une courbe homotopiquement non triviale et du coup ça empêche de préserver un convexe. Mais en fait c'est pas grave. Il y a une astuce et on peut juste remplacer notre espace projectif P de Rn par un espace projectif plus gros, à savoir l'espace projectif des formes quadratiques sur Rn. Et là-dedans, SLN préserve un convexe et du coup, tout se passe bien et on peut enlever cette hypothèse. Donc on a vraiment une interprétation de P1 anosovien en termes de convexo-compacité. Alors peut-être que vous n'êtes pas content que ce soit P1 anosovien et pas PI anosovien, mais en fait, là aussi, il y a une astuce. Pour PI anosovien, on peut juste passer un espace projectif encore plus gros et on a la même interprétation géométrique. Donc en fait, c'est vraiment une interprétation géométrique totale pour les sous-groupes anosoviens. Voilà. Donc là, on est content. On a une interprétation géométrique de ces sous-groupes anosoviens qui étaient définis de manière dynamique. Et maintenant, donc ça c'était la première partie de mon objectif. Et la deuxième partie de mon objectif, c'était peut-être qu'on peut partir de structures géométriques pour trouver de nouvelles classes de sous-groupes discrets. Donc c'est ça que j'aimerais voir maintenant. Donc on va partir de structures convexes ou compactes dans l'espace projectif, mais on va un peu affaiblir ce qu'on avait. Donc avant, on regardait fortement convexe ou compact, c'est-à-dire on demandait qu'on ait un ouvert proprement convexe oméga suffisamment régulier avec un C dedans, convexe et compact modulo gamma. Maintenant, on se dit, et ça impliquait que notre groupe ne contenait pas Z2. Maintenant, on se dit, on n'a qu'à enlever le fortement, et peut-être que ce sera plus intéressant, enfin, ce sera plus large, on pourra contenir Z2. Donc, on enlève ce fortement. Mais si on fait juste ça de manière naïve, ça marche pas très bien. C'est pas une notion qui est stable par petites déformations. Or, on aime bien que les choses soient stables. Donc, on rajoute une petite hypothèse pas trop embêtante, qui est que C soit assez grand. C'est-à-dire, l'adhérence de C doit contenir tous les points d'accumulation de toutes les gamma orbites de oméga. Donc voilà, on rajoute cette petite hypothèse. Et là, ça devient une bonne notion qui est stable par petite déformation, qui se comporte bien par dualité, par plongement dans un espace projectif plus gros, et tel que, quand on est convexe compact dans ce sens-là, eh bien, on ne contient pas Z2 si et seulement si on est fortement convexe compact au sens précédent. Donc, du coup, comme fortement convexe compact, c'était la même chose que anosovien, eh bien, ce convexe compact, c'est une généralisation de anosovien. Et en fait, Teddy Weissman, un élève de Jeff Danziger, a montré récemment que ces groupes plus généraux que les sous-groupes anosoviens, ils admettent encore des propriétés dynamiques intéressantes, un peu plus faibles que les anosoviens, mais encore
Oui, intéressant. Voilà. Et donc, pour ces sous-groupes plus généraux, il y a pas mal d'exemples, en particulier en utilisant des groupes de Coxeter. Donc, un groupe de Coxeter, c'est toute une classe de groupes de type fini qui admettent des présentations par générateur et relation d'une forme très simple. Donc, on a ces générateurs SI, et les relations, c'est de la forme SI-SJ à la puissance MIJ égale 1. Alors, on demande que MII égale 1. Ça dit que les SI sont des involutions. Et puis, pour I différent de J, MIJ peut soit être 2. 2, ça veut dire que SI et SJ commutent. Ou bien des nombres entiers plus grands, 3, 4, 5, 6, aussi grands qu'on veut. Ou bien infini. Infini, en fait, c'est juste une convention pour dire qu'il n'y a pas de relation entre SI et SJ. Voilà, donc on a ces groupes de Coxeter. Et on les représente d'habitude par des diagrammes, par un diagramme, où on met un sommet pour chaque générateur, et puis quand le MIJ est différent de 2, on met une arête sur laquelle on indique le MIJ. Donc ces groupes de Coxeter, ils peuvent être finis ou infinis, et s'ils sont infinis, ils peuvent contenir Z2 ou pas. Et en fait, ça se lit sur le diagramme. Donc celui-là, il est infini, mais il ne contient pas Z2. Celui-là, il est infini, mais il contient Z2. Et même mieux, c'est juste une extension finie de Z2. Et lui, il contient comme sous-groupe celui-là, donc du coup, il contient aussi Z2. Voilà. Et alors, il y a toute une théorie développée par Titz et surtout Weinberg pour représenter ces groupes de Coxeter comme des sous-groupes discrets de SL plus ou moins N, engendrés par des réflexions. Et dans les bons cas où le groupe de Coxeter est infini, eh bien, on peut préserver un convexe de l'espace projectif. Donc, exemple, ici, ce groupe de Coxeter, on peut le réaliser comme un sous-groupe discret de SO21, donc, qui est comme PSL2, qui agit sur le modèle projectif de H2, qui est bien un convexe, c'est un disque. Celui-là, on a dit que c'était essentiellement Z2, c'est une extension finie de Z2, et il peut agir sur ce convexe du plan projectif, qui est juste un triangle avec voilà, ces trois sommets. Celui-là, donc ça c'est une image que j'ai empruntée à Yves Benoît. Ce groupe de Coxeter, on peut le faire agir sur ce convexe qui vit dans l'espace projectif de dimension 3. Alors ce convexe, vous voyez à l'intérieur, il a un gros triangle comme ça, dont le stabilisateur est essentiellement un Z2. Donc c'est cette image-là qu'on voit à l'intérieur du convexe. Et donc le convexe a été représenté de manière transparente, parce que sinon on voit rien. Et on voit un gros triangle au milieu, mais en fait tous les autres triangles, ils passent aussi au milieu. C'est juste... ils sont projectivement la même chose que le gros triangle, mais c'est projectivement. Donc du coup, ils paraissent euclidiennement plus petits, mais c'est aussi des triangles qui traversent bien le convexe comme ça. Voilà. Et donc très souvent, ces groupes de Coxeter peuvent être représentés comme groupes de réflexion qui préservent un convexe, même souvent un convexe proprement convexe, un ouvert proprement convexe de l'espace projectif. Et en fait, on peut décrire complètement, parmi ces représentations, celles qui sont convexes ou compactes au sens précédent. Donc, dès que le groupe de Coxeter ne contient pas Z2, eh bien, il existe comme ça des représentations convexes ou compactes comme groupe de réflexion. Et ça donne, du coup, par l'interprétation géométrique précédente, des sous-groupes anossoviens. Mais aussi pour de nombreux groupes de Coxeter qui contiennent Z2, eh bien, il y a de telles représentations convexes ou compactes, donc des généralisations de ces sous-groupes anossoviens, mais qui ne sont pas anossoviens parce qu'ils contiennent Z2. Voilà, donc il y a beaucoup d'exemples. Et donc, voilà, maintenant je vais conclure. Donc, si on regarde les sous-groupes discrets de SLN, au-delà des réseaux, qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai beaucoup parlé de ces sous-groupes anossoviens qui forment une grande classe, et on peut dire peut-être la première grande classe bien comprise, de sous-groupes discrets de SLN qui ne soient pas des réseaux. Donc, c'était défini
Donc en rouge, j'ai mis l'aspect dynamique et en bleu, l'aspect géométrique. Donc ces sous-groupes anosophiens étaient définis par des applications de bord et des propriétés de contraction, donc dynamiques assez fortes. Mais on a vu qu'on pouvait les caractériser de manière géométrique par de la convexe compacité forte dans l'espace projectif. Du coup, on a vu une généralisation qui était les sous-groupes convexes compacts, mais pas forcément fortement, qui, eux, pouvaient contenir Z2, et d'après Weissman, qui ont aussi une interprétation dynamique intéressante. Mais on aurait pu généraliser différemment. Donc, dans le cas classique de SL2, cette notion de convexo-compacité a une généralisation naturelle qui s'appelle la finitude géométrique, où on autorise des caspes. Et donc, il y a une notion aussi projective de finitude géométrique forte, introduite par Campon et Marquis. Et par ailleurs, il y a aussi une généralisation de anosoviens pour des groupes qu'on appelle relativement hyperboliques au lieu de hyperboliques, définis de manière dynamique. Et on sait que cette notion géométrique implique la notion dynamique, et la réciproque devrait être vraie, mais ce n'est pas encore vraiment écrit. Donc là, c'est une autre généralisation. Et ensuite, ce qu'on aimerait bien, c'est généraliser tout ça. C'est-à-dire, ici, on avait enlevé le fortement. Ici, on est passé de convexe compact à géométriquement fini. Est-ce qu'on peut avoir une notion de géométriquement fini sans le fortement, qui serait une classe de groupe encore plus large, qu'on pourrait peut-être caractériser à la fois dynamiquement et géométriquement. Et donc, il y a des travaux très récents, donc des travaux de Weissman cet automne, où il répond, en tout cas partiellement, à la question du point de vue dynamique. Donc, il a une notion encore plus générale qui englobe celle-là, au moins dans beaucoup de cas. Et moi-même, j'ai un doctorant, Balthazar Fléchel, qui travaille plutôt sur l'aspect géométrique et qui essaye de trouver une notion ici géométrique encore plus large qui engloberait ces deux-là. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui. Donc comme vous voyez, il reste encore beaucoup de questions ouvertes et aussi beaucoup de choses passionnantes à découvrir sur ces sous-groupes discrets des groupes de Lie. Voilà, merci.